Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est consacré au salaire, recrutement et à quoi s'attendre en 2023. C'est la troisième fois que j'ai le plaisir de présenter ce webinaire avec Antoine et on va avoir l'occasion de nous présenter tous les deux. Bienvenue, vous êtes beaucoup à vous être inscrits. Merci beaucoup de vous être inscrits si nombreux à ce webinaire de ce matin. Alors juste pour, nous présenter rapidement, donc je suis Marlène Ribeiro, je suis directrice exécutive senior, sur, les marques Michael Page et Parité Parfaite. Il y a Antoine qui est avec moi, également, ce matin. Bonjour à tous, je suis ravi aussi de participer à ce nouveau webinaire, avec toi Marlène. Je suis directeur général de Page Personnel et d'ailleurs Marlène va vous présenter, l'organisation de notre groupe pour que vous sachiez un petit peu, ce que fait Page Personnel, Michael Page et l'ensemble des marques. Alors avant de me lancer juste, sur une petite page vraiment, de description du groupe, je voulais juste vous signaler que vous avez un chat qui est sur la plateforme, qui vous permet de poser l'ensemble de vos questions. Si vous voulez bien, on prendra l'ensemble des questions à la fin, de notre présentation qui va durer, je pense une petite demi-heure et on va, répondre au maximum de questions que vous posez et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de questionnements, et donc n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure. Alors juste pour vous présenter, le groupe Page Group, on est leader du recrutement et de l'intérim spécialisé. Page Group, est connu, sous, plusieurs marques, qui à chaque fois s'adressent à un type de candidat en particulier. Donc page personnelle sur des cadres premier niveau, techniciens et employés qualifiés, Michael Page sur la population des cadres confirmés et Page Executive sur les C-level, les dirigeants. Et on a également la marque Page Sourcing qui s'occupe du RPO, donc tout ce qui est recrutement volumique, donc avec une présence mondiale et on existe en France depuis 1986. Alors au sommaire de ce webinaire, je te laisse annoncer, Antoine, le sommaire. Exactement. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de faire, comme les éditions précédentes, un point d'étape sur la situation actuelle, du marché de l'emploi en France. On peut effectivement s'interroger légitimement sur le dynamisme du marché du travail actuel et je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit une évidence pour tous nos auditeurs et compte tenu des incertitudes évidemment qu'on connaît tous qui pèsent sur le contexte économique. On verra ensuite, quels sont les nouveaux enjeux de la relation sociale au travail et in fine, finalement, quelles sont les attentes des salariés et enfin, ce que vous attendez tous aussi, c'est quelles évolutions on peut observer, et quels sont les impacts qu'on peut observer sur les rémunérations et faire un peu de prospective pour imaginer, ce que ça peut donner l'année prochaine. Donc, pourquoi un tel dynamisme? Faisons un petit, retour en arrière. Le marché de l'emploi, était très haut au moment de la pandémie, hein, lorsqu'elle s'est développée, avec le premier confinement, en mars 2020, qui a marqué vraiment un temps d'arrêt de l'économie dans son ensemble. La reprise d'activité a ensuite été progressive pour avoir une situation déjà en 2021 qui s'est traduite par l'augmentation du PIB de 6,8 et d'un nombre d'embauches surtout, supérieur dès 2021 à l'année 2019. L'année 2022, s'est maintenue jusqu'à présent, malgré des contraintes d'approvisionnement qui sont exacerbées, malgré évidemment la guerre en Ukraine, l'inflation dont on parle, très régulièrement et également le ralentissement de l'économie chinoise qui a un impact, sur l'économie globale. Alors quels sont les marqueurs de ce dynamisme? Comment, on peut le nommer? Le taux de chômage, qui est un marqueur important. Donc il est de 7,4 sur le deuxième trimestre 2022. Alors les données que je vous donne là, elles sont, finalement, updatées à jour au deuxième trimestre 2022. C'était 7,3 sur le premier trimestre et c'était 7,4 sur le dernier trimestre. Donc on a vraiment un taux historiquement bas depuis 2008. Et c'est quasiment un point de moins par rapport à la situation qu'on avait en 2019. Donc ça, c'est un élément qui est toujours, important et qui a pas varié. Par ailleurs, les embauches progressent également pour le sixième trimestre consécutif. Donc le nombre d'embauches, et là je vise les CDD, CDI, se situe désormais à 8 au-dessus du niveau qu'on avait atteint au quatrième trimestre 2019, donc avant la crise sanitaire. Et c'est le cas aussi pour le nombre d'embauches d'intérimaires qui dépasse de 5,5 son niveau d'avant-crise. Donc on voit bien que au niveau des embauches, que ce soit sur des contrats permanents ou temporaires, on est au-dessus
de ce qu'on vivait en 2019, alors même que cette année 2019 était un point très haut, de dynamisme de marché. Donc les tensions, sur le marché du travail sont au plus haut depuis 2011, hein, la DARES a publié notamment, une étude, assez intéressante là-dessus. On voit qu'elles augmentent pratiquement dans tous les métiers. Donc c'est vrai qu'on va en parler, hein, des secteurs et des métiers sur lesquels il y a des tensions beaucoup plus fortes et pour certains, vous les avez en tête. Mais ça touche vraiment tous les métiers avec des tensions plus fortes évidemment sur le bâtiment, sur l'industrie, dans le domaine informatique, les télécommunications, les infirmiers par exemple, on en parlera tout à l'heure. Elles sont liées à plusieurs facteurs qui sont variables, hein, en fonction de ces secteurs et de ces postes, qui sont l'intensité des embauches. Donc là on parle, directement du dynamisme du marché, le déficit de main-d'œuvre heu, clairement établi, dans certains secteurs et évidemment les conditions de travail qui sont souvent contraignantes pour un certain nombre de métiers qui sont pénuriques ou en tension. Donc le volume d'offres d'emploi des cadres a également nettement augmenté au deuxième trimestre 2022, hein, c'est plus 18 par rapport à 2019, et donc selon l'APEC, même si là on est quasiment à la fin du troisième trimestre, mais on n'a pas les résultats de ce troisième trimestre, les prévisions de l'APEC étaient, d'une croissance continue, sur ce troisième trimestre, qui va s'achever. Alors toutes ces prévisions, sont un peu tributaires de l'évolution, des difficultés d'approvisionnement qu'on a évoquées et évidemment de l'inflation sur laquelle, de nombreuses incertitudes persistent. Alors c'est vrai qu'en France, jusqu'à présent, on a une situation un peu privilégiée parce que les mesures qui ont été prises, notamment à travers le bouclier tarifaire, ont fait qu'on a limité malgré tout l'inflation davantage que ce qui se passe, dans le monde et notamment sur la zone euro, hein. On est plutôt aux alentours de 6 versus 9 sur la zone euro. Mais malgré tout, ces incertitudes nous donnent à penser que dans un marché qui aujourd'hui reste tendu, ça pourrait affecter peut-être la mobilité des salariés, hein, c'est ce qu'on peut entendre de la part de certains d'entre eux, qui pourraient devenir plus conservateurs, alors même que jusqu'à présent, on parlait notamment, d'un phénomène, de la grande démission qui est traduit en France sous des formes diverses, que Marlène, va vous présenter. Merci Antoine. Alors effectivement, la question qui se pose, finalement, c'est, est-ce qu'on est en train de vivre ce phénomène de grande démission, qu'on a pu, voir, notamment sur les États-Unis? Alors il y a eu effectivement une augmentation très forte du nombre de démissions. On vous a mis, le chiffre de la DARES, hein, qui est de 520 000 démissions, depuis le début de l'année, en France et ce nombre de démissions est très, très élevé. Il est historiquement élevé. Néanmoins, est-ce qu'on parle vraiment de grande démission? On parle plutôt de grande mobilité. Enfin, tout le monde, comme le disait Antoine, tout le monde s'est remis en recherche, au même moment. Il y a eu aussi le phénomène après Covid, où certains collaborateurs, ont vu aussi la façon dont était gérée, cette crise Covid par leurs employeurs et parfois avec certaines déceptions derrière, ont voulu aussi changer et on a également ce phénomène de changer de vie. Donc qui est, on va dire le 3e facteur. C'est pas le premier facteur, mais je pense que tous autour de nous, on a vu, des personnes, qui ont, complètement changé, de carrière, et ça, finalement, ça a contribué à cette très grande mobilité sur le marché et puis effectivement, tous ces plans de recrutement, qui ont été extrêmement élevés ont fait que toutes les personnes ont été beaucoup plus chassées aussi et donc c'est ce qui fait qu'il y a eu, ce phénomène de mobilité qui s'est, enclenché très fortement sur la France. Vous le voyez également, je vous ai mis un autre chiffre qui est 42 des moins de 35 ans affichent des envies d'ailleurs. Donc ça, c'est une étude, Opinionway. Donc à chaque fois, on vous met les sources et vous verrez à la fin de cette présentation, vous aurez aussi un certain nombre d'études avec les liens. Mais voilà, tout ça pour vous montrer qu'il y a une envie aussi de la part des plus jeunes de changer et il y a eu ce phénomène de grande mobilité, qui a eu finalement l'essence sur plusieurs facteurs que j'ai pu vous donner. Alors le marché de l'emploi, il est sous tension. Je pense que vous en entendez, parler à longueur de journée. Encore une fois, basé sur des études, 95 des dirigeants et 82 des recruteurs reconnaissent des difficultés de recrutement dans le quotidien de leur entreprise. C'est colossal. Donc tout le monde, est en recherche et ont du mal à pourvoir des postes. Et 86 des recruteurs pensent qu'il y a un nombre insuffisant de candidats sur le marché en 2022, notamment sur des sujets de technologie, de cybersécurité. Donc là, c'est vraiment, quelque chose aussi qui est extrêmement important. Les secteurs qui sont le plus en difficulté,
On vous les a mis, en dessous, technologie et encore une fois, on a technologie, vous le savez depuis des années on en parle, on a une recherche, croissante de profils et on a plus de demandes que de personnes qui arrivent sur le marché et qui permettent de pouvoir ces postes-là et on a une accentuation sur, toute la partie, cybersécurité. 49 des entreprises françaises ont été visées par des cyberattaques en 2021. Donc cette accélération est très forte et les entreprises ont besoin d'internaliser, ces ressources. Sur la partie, santé, donc healthcare, ingénieurs et techniciens, donc ça aussi, une forte demande et également je vous ai rajouté, aussi par rapport à l'année dernière, on n'avait pas encore cet enjeu-là, mais tous les nouveaux postes qui sont liés à la RSE, qui font vraiment, leur arrivée en force, dans les postes qui sont ouverts dans les entreprises. Donc il va y avoir une accélération, des emplois qui sont liés à la transition écologique. Donc on vous a mis le chiffre de plus de 24 millions d'emplois liés à la transition écologique qui vont être créés dans le monde d'ici 2030. Et là, vous voyez tout de suite la difficulté, c'est ces nouveaux postes qui arrivent, et puis en même temps des candidats qui ne sont pas formés, complètement et pas de formation, qui sont très académiques sur, cette partie RSE. Et donc, alors là, on est vraiment sur cette transition, qui, met sous tension le marché, sur ces profils-là. Beaucoup de demandes et pas encore tout à fait les candidats, qui sont, formés à ce domaine-là. Antoine, je te laisse peut-être, Bien avancer sûr. sur, le deuxième sujet? Donc on évoquait, évidemment le dynamisme du marché, heu, en introduction avec Marlène. C'est un dynamisme, également qui comporte, des nouvelles attentes, c'est-à-dire que la relation, sociale au travail est différente. Alors les nouvelles attentes, on les connaissait déjà à travers les nouvelles générations, hein, qui ont boosté, la mise en place, de parcours de carrière, de parcours de formation, d'enjeux de flexibilité et évidemment, la pandémie est passée par là et donc cette parenthèse, à travers notamment les confinements, et on va dire l'arrêt de l'économie, heu, a fait que finalement ces attentes se sont étendues à l'ensemble de la population et les aspirations, des collaborateurs sont maintenant, plus tendent vers davantage de sens au travail et la qualité de vie. Donc en fait, on a vu que le travail hybride s'est imposé partout, partout où il est possible évidemment, hein, mais cette flexibilité ne porte pas uniquement sur la possibilité de travailler depuis chez soi ou d'autres endroits, mais également de revoir les espaces de travail et de tendre vers des espaces plus conviviaux où les collaborateurs se sentent bien. Donc vous voyez, sur la petite présentation qu'on vous a faite, hein, donc on a 35 des salariés qui attendent une prise en compte du bien-être au travail, donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est nouveau et 61 affirment que ce critère constitue un enjeu prioritaire pour leur entreprise. Et vous voyez les chiffres qu'on vous avait donnés pour, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc on voit bien que, dans ce dynamisme de marché et dans les attentes, des collaborateurs, ces éléments-là, prennent un tour, tout à fait nouveau, par rapport aux anciennes générations et aux Heu et cette génération d'ailleurs du télétravail, et l'hyper-digitalisation qui en découle ont parfois même, on l'a vu, gommé la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, avec des impacts directs sur la santé mentale des collaborateurs. Donc là aussi, les collaborateurs attendent de l'employeur qu'il initie le mouvement et qu'il prenne en compte la santé physique et la santé mentale, de l'ensemble, des salariés. Donc ça, c'est une tendance, très forte aujourd'hui sur le marché, hein, on le voit, hein, il y a de plus en plus d'annonces où on précise si, le travail hybride est possible. Ce sont des questions qu'on a régulièrement, lorsqu'on, rencontre, des candidats et même lorsqu'on recrute nos propres collaborateurs. Donc c'est vraiment des choses qui doivent être intégrées, dans, la marque l'employeur des entreprises et évidemment, c'est un sujet de préoccupation pour l'ensemble des collaborateurs et une autre tendance forte également dans ce domaine, comme le précisait Marlène et comme va le détailler Marlène, c'est l'attente des collaborateurs en matière de RSE des entreprises. Exactement. Donc on a fait une étude, PageGroup en début de cette année entre janvier et avril 2022 et l'étude porte sur, le thème: «Et à quoi ressemble le job idéal des Français?»
Et on voit que, une majorité, des Français déclarent qu'il est important de travailler pour eux dans une entreprise engagée dans une démarche RSE, donc 69. Et lorsqu'on zoome, on leur demande, donc dans les différents sous-jacents de la RSE, sur la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale, la responsabilité économique, en fait, ils sont quasiment tous d'accord sur le fait que, c'est extrêmement essentiel à 94, 90, 89. Donc tous mettent en avant, quelles que soient les générations, sur le fait que, la démarche RSE est essentielle et qu'ils ont envie de travailler dans une entreprise engagée. Alors vous le savez, même si c'est dans toutes les générations, c'est assez marqué, c'est encore plus marqué sur les jeunes générations. Il y a des attentes qui sont extrêmement fortes. Donc 94 qui pensent que les enjeux environnementaux sont insuffisamment, voire pas du tout pris en compte dans les décisions des dirigeants d'entreprise. Donc ils considèrent que c'est important et ils considèrent qu'on ne va pas assez loin, bien évidemment. On l'a vu, il y a eu des prises de position, très claires, sur ces derniers mois, sur des prises de parole, notamment sur des remises de diplômes, et plus récemment, sur le campus polytechnique, sur, quelques polytechniciens, qui ont dit, leur désaccord sur l'arrivée de LVMH sur leur campus. Il y a des prises de position qui sont extrêmement fortes de la part, de jeunes diplômés, et ça va en s'accélérant. Aujourd'hui, ils attendent aussi de leur formation qu'elles intègrent, une partie, sur les enjeux, sociétaux et environnementaux. Donc, aussi, ils demandent à ce que, les écoles, et les formations au sens large, adaptent le contenu et là, bien évidemment, un certain nombre, d'universités, d'écoles sont en train de faire aussi tout ce travail d'adapter les contenus aux attentes, de la société et à l'attente de ces jeunes générations. Donc on voit qu'il y a tout un mouvement qui est, en marche sur cette partie, responsabilité sociétale des entreprises. Je Merci Marlène. te laisse Bien passer sûr, sur bien les sûr. rémunérations qui est la partie peut-être qui intéresse le plus. Voilà, alors pour ceux qui ne se seraient connectés que maintenant, parce que c'est la seule partie qui les intéresse, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je fais un petit rappel. On essaiera de répondre, à la plupart des questions, à l'issue du webinaire et de toute façon, on sera fort d'essayer de vous répondre, par la suite, sans aucun problème. Donc quels sont les impacts sur la rémunération? Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a un dynamisme du marché, fort et continu, hein, ce qu'on a constaté jusqu'à présent. On a un niveau d'inflation, qui a augmenté de façon significative. On a des attentes, des salariés, Marlène vient d'en parler, qui sont croissantes. Donc on a un besoin de réévaluation du pouvoir d'achat des salariés, de leurs conditions de travail, notamment de leur bien-être au travail, on en a parlé également, et d'un engagement fort de l'entreprise en matière de RSE. Alors, l'ensemble de ces facteurs ne se matérialisent pas forcément tous de la même façon, hein, en fonction des secteurs, des postes occupés. Mais ce qui est certain, c'est que la rétention des talents et l'attractivité de la marque employeur sont au cœur des préoccupations des entreprises, qui doivent donc piloter leur politique de rémunération et avantages sociaux en leur donnant du sens. Alors la performance de l'entreprise, par exemple, ça peut être un levier important, hein. On voit que lorsque les résultats de l'entreprise sont très bons, la pression est plus forte. On y assiste en ce moment, avec Total, hein, et les salariés, qui souhaitent renégocier leur salaire. Hem Et on a vu que, on a, maintenant un ensemble de facteurs qui sont très favorables à une évolution des rémunérations. Alors, est-ce que tous les salariés vont être augmentés, et alignés sur l'inflation qui est, on en parlait tout à l'heure, de 6 et les prévisions fin d'année tendraient autour de 8? C'est pas certain. Et donc finalement, la double question qu'on a aujourd'hui et qu'on avait sans doute pas l'année dernière, c'est 1, est-ce qu'il y aura augmentation? Et 2 surtout, quel sera le niveau de cette augmentation? Et donc c'est pour ça que c'est important, d'avoir une vision à 360 du sujet. Évidemment, le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation majeure des Français et de tous les salariés. Donc il faut qu'il y ait augmentation. Maintenant, il faut aussi prendre l'ensemble des paramètres auxquels l'entreprise, les leviers que l'entreprise peut avoir à ses dispositions. C'est parfois pas facile pour l'entreprise, d'imaginer une augmentation, globale de l'ensemble des salariés. C'est quelquefois difficile aussi à mettre en œuvre, pour des raisons, qu'on peut imaginer de performance, de compétitivité et cetera. Donc c'est pour ça que, il y a aussi des leviers qui peuvent être différents. Il y a évidemment l'augmentation du salaire fixe. Il y a aussi des entreprises qui recourent à des systèmes de primes, qui l'ont déjà fait, heu cette année, pour, aller, soit, heu, heu,
transmettre aux salariés le fait qu'on leur fait profiter de la performance de l'entreprise, soit leur transmettre qu'on essaye de compenser les effets de l'inflation, même si, le résultat est le même. Le SMIC, par exemple, qui est indexé sur l'inflation, a été à nouveau réévalué au 1er août de cette année. Et donc forcément, ça pousse aussi, les salaires, du dessus ou en tout cas ça pousse les interrogations des salariés sur les salaires du dessus. On vous a sur la slide, que vous avez sous les yeux, alors fait part, non pas des pourcentages d'augmentation par secteur, hein, ne vous trompez pas d'interprétation par rapport à la légende, heu, mais par contre des secteurs qui recrutent le plus et donc on peut imaginer que, dans ces secteurs, encore une fois, en fonction des postes, de la pénurie et d'un certain nombre de facteurs, vous aurez peut-être plus de chances d'obtenir, des augmentations, significatives et puis on vous a mis sur la droite, vous l'avez vu, là c'est lié aux études de rémunération, notre étude de rémunération qu'on a publiée, à la rentrée, les pourcentages d'augmentation sur un certain nombre de postes, et vous retrouvez sur notre étude de rémunération plus une fourchette de rémunération, mais là on a essayé de sélectionner les postes sur lesquels, l'augmentation sera sans doute la plus forte par rapport aussi, aux facteurs qu'on a évoqués, l'intensité des recrutements, la pénurie, des postes peut-être aussi assez stratégiques, dans les entreprises qui permettent, d'avoir un levier peut-être plus fort, sur cet aspect, rémunération. Pour compléter peut-être ce que dit Antoine sur, ce qu'on voit en termes de d'augmentation, donc, là, ce qu'on vous présente effectivement est le fruit d'une étude de rémunération qu'on vient juste de sortir. On vous enverra le lien sur le chat parce que vraiment, si vous voulez regarder poste par poste, vous aurez les fourchettes de salaire. Là, on vous donne les augmentations. En fait, on se rend compte que les augmentations, elles ont des écarts types qui sont, extrêmement, importants parce que, vous allez avoir, donc il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie d'expertise. Donc quand une entreprise doit, embaucher quelqu'un en externe, si à un moment ce poste est clé, qu'il n'arrive pas à recruter et qu'en faisant, un peu de surenchère salariale, il ne crée pas, trop de problèmes RH au niveau de l'entreprise, ils vont le faire. Donc on peut avoir des augmentations très, très fortes de passage d'un poste à un autre, d'une entreprise à une autre. Et puis comme on peut avoir, une augmentation assez faible parce que l'entreprise, finalement a des grilles de salaire, et donc va, complètement aligner le poste par rapport à des collègues qui sont, sur à peu près le même poste. Donc on voit vraiment des choses très différentes sur, à l'heure où je vous parle et donc c'est ça qui être un peu déstabilisant, c'est qu'il y a pas d'augmentations qui sont, vraiment, homogènes. Donc ça, c'est important et puis également, dans ce que disait Antoine, de voir vraiment aussi, si, demain vous allez, négocier votre salaire, il faut vraiment prendre aussi en considération l'entreprise. Il y a des entreprises qui subissent de plein fouet, les augmentations, des prix des matières premières, de l'énergie qui a aussi, réduit, les marges et donc ces entreprises-là peuvent être un peu plus en difficulté pour augmenter la masse salariale et d'autres finalement qui ont réussi à répercuter, l'augmentation de ces prix des matières premières et de l'énergie sur les produits finaux. Donc voilà, enfin il y a plein c'est difficile de donner, tout de suite, une pratique d'augmentation et une pratique de façon de négocier, son salaire. Bien évidemment, il faut prendre en considération tous les facteurs mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pression très forte des, salariés, pour avoir soit une augmentation, soit une prime, de manière, en tout cas déjà à coller un peu plus à l'inflation. Alors peut-être je vais vous redonner alors de toute façon vous aurez, tous ces slides, mais je vous rappelle qu'il y a une étude de rémunération qui vient juste de sortir avec l'ensemble des postes, des tendances également, des notes sur des tendances sur un certain nombre de secteurs ou de typologies de postes, très riche en informations. Vous retrouverez beaucoup de choses, donc je vous invite vraiment à, aller regarder et à télécharger, l'édition 2023. Voilà, donc on va peut-être passer aux questions-réponses. Donc vous avez dû commencer à nous poser des questions sur le chat. Alors il y a une question de Domiti, Oui. sur les tensions, sont-elles les mêmes à Paris et en province? Alors, oui.
dans la mesure où, c'est vrai que, on avait traditionnellement une dichotomie, de marché entre Paris et province, notamment sur les salaires et quelquefois sur l'attractivité, d'un certain nombre de candidats. Alors évidemment, c'est compliqué là de vous dire que de façon nationale, ça existe partout, mais on est présent, et les études aussi, sur lesquelles on s'appuie le démontrent, un peu partout en France et c'est vrai que, ces tensions, sont vives partout. C'est vrai aussi et on l'a pas évoqué dans notre présentation que quelquefois les tensions sont liées à une inadéquation géographique entre l'offre et la demande. Donc ça aussi, la mobilité alors, c'est pas toujours possible, mais c'est important parce qu'il y a quelquefois effectivement des zones qui sont, beaucoup plus fortement en tension parce que la main-d'œuvre existe, mais beaucoup moins sur cette zone et moins présente. Mais on constate, sur, les métiers, qu'on a évoqués, hein et les secteurs, qu'on a évoqués, des tensions qui sont les mêmes, qui sont quelquefois plus fortes à Paris, mais qui existent également, en région. On a une question également de Nassim qui nous demande si, à quoi est dû le dynamisme du recrutement. Plusieurs choses. 1°, les entreprises se sont mises à recruter, quasiment toutes au même moment, après le Covid. Donc des plans de recrutement très ambitieux pour rattraper, la période qui avait été, «perdue» entre guillemets, pendant le Covid. Plus le turnover qui s'est remis en marche avec des salariés qui se sont remis à chercher un nouveau poste parce que le marché était meilleur et parce que le Covid semblait derrière. Donc tout ça et les 2 combinés sont l'explication principale de ce dynamisme de recrutement. Beaucoup de recherches de profils très précis, très techniques sur lesquels, on a du mal à pourvoir les postes. Donc Nassim, pour répondre, à votre question et j'enchaîne avec, Eric, qui nous dit qu'il est en recherche et que, il avait rencontré des recruteurs et qui n'avaient pas pris en compte une augmentation, salariale sur les 2 derniers mois. Alors, Eric a deux éléments de réponse. La première, c'est que, alors généralement, le recruteur ne fait que finalement prendre en compte le salaire qui est proposé par l'entreprise qui est en train de recruter. Donc ils ne font juste que transmettre cette information-là, sur les salaires et deuxièmement, Eric, il ne faut pas désespérer néanmoins parce que, on se rend compte souvent qu'il y a une fourchette de salaire au départ, qui est une fourchette salariale qui colle aux grilles, de salaire de l'entreprise et qu'au fur et à mesure du processus et de la façon, dont ça avance, parfois finalement le salaire à la fin est au-dessus de ce qui avait été annoncé. C'est ça peut être aussi à la dernière minute que, le salaire, augmente. Donc voilà, juste pour répondre à ce point de surprise d'Éric sur ces 2 derniers mois. Alors, la question de Jérémy, c'est: «Doit-on se préparer à de fortes augmentations aussi en 2004 et 2025?» Alors déjà, il faudra revenir, pour ce webinar, en septembre 2024, comme ça on pourra vous préciser quel est l'état du marché. Mais plus sérieusement, c'est difficile, d'être dans la prospective sur le dynamisme du marché et on a vu que c'est le facteur principal qui explique, des tensions et une augmentation des salaires avec l'inflation, hein, qu'on a évoquée. Mais on a expliqué aussi et pour le coup, c'est un facteur assez important que, les tensions étaient liées soit à l'intensité de la demande, des recrutements, donc là, c'est le dynamisme du marché, mais également à un déficit de main-d'œuvre et on a quand même un certain nombre de marqueurs qu'on a réévoqués ici, mais qu'on avait déjà évoqués sur les éditions précédentes, sur des postes ou sur des secteurs qui, structurellement, aujourd'hui, ont un déficit de main-d'œuvre et donc ça veut dire que, on va dire que le temps qu'il y ait plus de candidats et qu'il y ait un vivier qui soit élargi, j je voilà, ça se fait pas en quelques années et notamment dans l'industrie, il y a des tensions qui sont très fortes, sur toute une variété de métiers. On parle souvent des techniciens de maintenance, mais pas uniquement, les chaudronniers, les soudeurs et cetera. Il y a énormément de familles de métiers sur lesquels on parle de ces tensions depuis maintenant 5 ans, voire 10 ans, hein, quelquefois. Il y a évidemment, le secteur informatique, qu'on traduit souvent par un secteur, anti-crise parce que c'est vrai que la demande est très, très forte et de plus en plus forte avec des technologies qui évoluent sans cesse et donc heu et donc qui demandent aussi et il y a des nouveaux métiers, donc qui demandent aussi des nouvelles compétences et des nouveaux entrants sur le marché. Donc il y a un certain nombre de secteurs, je ne parle pas de la santé, hein, mais si on le mentionne, même chose.
On a une pénurie, il y a des fortes tensions sur les infirmières, il y a une pénurie sur les médecins. On sait que pour aller former, des nouveaux médecins et pour augmenter ce vivier, ça va sans doute prendre des années. Donc il y a quand même des facteurs structurels qui font que sur, beaucoup de secteurs et beaucoup de métiers, on peut penser, que, les tensions, vont être, vives pendant quelques années. Après sur le dynamisme global du marché, ce serait, voilà, ce serait assez dangereux pour moi de vous expliquer qu'en 2024 et 2025, on aura le même dynamisme de marché qu'aujourd'hui. Alors Marie-Charlotte qui pose une question sur, la slide précédente, on a parlé du secteur transport, et donc il demande si on parle de transport de marchandises ou transport de voyageurs, transport en commun. Pour moi, on parle du secteur transport de marchandises. Transport de marchandises, logistique. Antoine, tu confirmes, hein? Je C'est confirme, bien ça, hein? exactement, Donc on est, exactement. vraiment sur, uniquement sur cette partie-là. Et une autre question de Clarinda qui est en recherche, depuis à peine 2 mois et qui demande, dans sa recherche si elle peut, négocier un salaire équivalent à celui qu'elle avait, sachant que dans, son domaine, elle a vu une baisse en 10 ans du salaire. Donc oui, Clarinda, il faut vraiment repartir, de votre dernière rémunération. C'est vraiment, ce sont les usages. Je pense que, vous devriez aussi regarder dans l'étude de rémunération pour voir, justement sur votre fonction, si vous êtes bien situé sur, la fourchette de salaire pour déjà avoir, conscience si la baisse que vous avez vue est une vraie baisse et si votre salaire, par hasard n'est pas dans cette fourchette-là. Mais en tout cas, dans la façon dont vous devez aborder les entretiens, vous devez absolument repartir de votre rémunération, précédente, donc grand oui. La question de Vanina sur la relation client sera-t-elle toujours autant privilégiée dans les entreprises comme ce fut le cas depuis quelques années? Les difficultés rencontrées par les entreprises peuvent-elles les amener à faire une parenthèse sur l'expérience client? Je pense pas. Je pense qu'effectivement, elle sera toujours privilégiée. Encore une fois, le dynamisme du marché, c'est aussi beaucoup de compétitivité, que ce soit sur le sol national ou avec les entreprises étrangères et donc les attentes des salariés aussi vis-à-vis de leurs propres entreprises sont aussi assez fortes, dans leur vie personnelle, dans leurs achats, dans les expériences qu'elles ont avec d'autres entreprises en tant que consommateurs et pour le coup, ce qu'on perçoit nous, c'est plutôt que la relation client se développe. Il y a de nouveaux métiers qui se développent de plus en plus, sur ce process de relation client pour améliorer cette relation, pour l'optimiser. Donc on va plutôt, comme vous le dites, hein, d'ailleurs dans votre commentaire, on va plutôt vers, une optimisation de cette relation client et beaucoup d'outils, qui sont là, notamment dans les nouvelles technologies pour essayer d'optimiser et d'améliorer cette relation client. Donc non, je pense que pour le coup là, cette relation client va être au cœur et l'est déjà, des préoccupations des entreprises. J'ai une question de Marèse, pourquoi les recruteurs ne précisent pas la rémunération sur la fiche de poste? Alors on le déplore également, Marèse, en fait, quand on ne met pas la rémunération, c'est que notre client nous l'a interdit. Donc nous a dit de pas le faire, et nous, on sait que c'est un très important, pour, finalement pour, les candidats, même pour, s'assurer que les candidats qui vont répondre sont, conformes finalement à la fourchette de salaire qui est sur le poste. Donc c'est une fébrilité, de la part des entreprises qui souhaitent pas toujours afficher, la fourchette de salaire, pour que ce soit pas, visible. Alors est-ce que c'est pas, pour ne pas être visible de la concurrence des salariés? Je ne sais pas répondre à la question, mais on ne fait que répercuter une crainte des entreprises. Question très intéressante de Jérémy sur, est-ce qu'au-delà du travail hybride, le 100 home office tend à se démocratiser chez les employeurs? Alors le travail hybride était déjà et est toujours quelquefois un défi pour les entreprises, hein, la gestion de ce travail entre, la partie en home office ou au travail ou dans d'autres espaces, différents et cetera. On en a parlé tout à l'heure, il faut réinventer un petit peu les espaces de travail. Et donc le 100 home office est aussi un nouveau défi, c'est-à-dire imaginer, des employés, qui ne viendraient pas régulièrement, sur leur lieu de travail ou qui ne viendraient pas du tout sur leur lieu de travail. Donc là, c'est réinventer aussi les relations qu'on a avec son management, réinventer les relations qu'on a avec ses collaborateurs. C'est un défi qui est déjà exploité par des entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des salariés en 100 home office. Moi, je pense que, pour répondre un peu plus directement à votre question, effectivement, je pense qu'on va tendre vers ça, que ça va se démocratiser, mais sans doute avec des garde-fous et sans doute aussi avec, la création d'un lien différent avec l'entreprise qui est quand même assez nécessaire. Peut-être que tu veux aussi réagir là-dessus, Marlène?
Oui, ce que je voulais juste, dire sur, c'est vrai qu'il y a il y a une certaine démocratisation, là-dessus et en même temps, vraiment se créer ce lien social devient aussi, important, pour les employeurs. C'est comment faire en sorte que la culture, de l'entreprise, vive, malgré le home office. Donc on est, beaucoup plus bien évidemment et en même temps beaucoup de prise de conscience aussi de la part des employeurs qui se disent, «Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce que, finalement on n'est pas en train de casser un moment le type de culture?» Donc j'entends beaucoup, en fait ces 2 aspects-là. Je peux répondre à Claire. Bien Qu'en sûr. est-il du recrutement des responsables juridiques? Donc, alors je peux en parler puisque, je fais partie de mes équipes, hein, qui recrutent dans ce domaine-là. Donc on a toujours quelque chose, un marché qui reste dynamique, hein, sur, les responsables juridiques. Souvent on cherche vraiment les candidats, quand on est sur des expertises, particulières, des expertises sectorielles importantes. Donc Claire, je vous invite à aller regarder ou prendre contact avec moi parce que des postes dans le domaine juridique, nous en avons, en ce moment Alors et qu'est-il je oui, vas-y, je vas-y, te laisse pardon, non, peut-être. non. Non, non, parce que j'avais lu plusieurs questions et donc j'étais, Ah! Ah bah, tu pourras répondre aussi, Marlène. sur Alors Anna. exactement. Comment peut-on négocier avec des grands groupes qui donnent des salaires très bas, étant donné qu'il y a surtout plein de gens, surtout des jeunes qui sont prêts à accepter ce salaire juste pour avoir une jolie expérience sur le CV? Vas-y, hein, Marlène, je te sentais lancée là. Oui, alors, c'est vrai que, sur un certain niveau de poste, on peut se retrouver en «compétition» entre guillemets avec des sorties d'école qui, effectivement, vont privilégier, un nom, sur le CV, un passeport pour la suite. Je pense que, ça devient un peu moins vrai au fur et à mesure où on monte en seniorité dans ces entreprises parce que, là, pour le coup, ce ne sont pas des postes qui sont accessibles à des personnes qui sortent d'école. Donc il faut vraiment rationaliser, sa demande, de négociation et je fais une petite aparté, on va vous envoyer également un lien sur comment bien négocier son salaire. Donc on a fait, un livre blanc là-dessus et on vous explique pas à pas comment négocier son salaire. Donc Anna, je vous invite à le regarder pour avoir tout l'argumentaire, pour pouvoir négocier. Également un point sur les grands groupes, jouent aussi beaucoup sur, d'autres bénéfices qui ne sont pas que le salaire. Là où les plus, petites structures ont souvent, le salaire fixe et pas beaucoup, d'autres avantages. Donc il y a aussi ce double effet des grands groupes qui peuvent proposer, beaucoup plus d'avantages, à leurs salariés et qui peuvent jouer là-dessus pour ne pas avoir trop d'augmentation salariale. Mais encore une fois, il faut argumenter, avec, notre petit guide sous les yeux, de manière à ce que ça soit très factuel. Une question de Delphine, «Bonjour, j'ai été licenciée pour raison économique. J'avais anticipé et je recherche depuis quelques mois un autre poste, assistante à DV-Export. Les salaires qu'on me propose sont 3 à 5 K inférieurs à mon salaire actuel. C'est très difficile de trouver un emploi au même salaire avec mon niveau de compétence et d'expérience. Comment faire pour avoir le même niveau de rémunération?» Alors déjà, vous pouvez nous envoyer votre CV, Delphine, et vous rencontrerez un conseiller spécialisé, pour adresser, le sujet, vous donner des conseils, sur vos démarches, et peut-être la façon de récupérer le même salaire. Sinon dans l'absolu, on sait que certains secteurs payent mieux que d'autres, hein. C'est quelquefois, difficile de retrouver exactement le même salaire, si vous êtes amené à changer de secteur ou autre. Comme vient de le préciser Marlène, alors même si je sais que le salaire est très important, il faut regarder aussi les choses dans leur ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, donnés par l'entreprise auxquels vous êtes sensible? Et aussi les évolutions. C'est-à-dire que finalement, quelquefois, il y a quelquefois un effort à faire, dans l'intégration. Si vous savez aussi que par ailleurs, dans cette entreprise, il y a une possibilité peut-être d'évolution salariale un peu plus rapide que dans d'autres entreprises. Alors c'est encore une fois, c'est pas une réponse suffisamment directe pour vous, mais c'est vrai qu'il faut analyser tous les facteurs, d'environnement pour pouvoir vous donner, le conseil adéquat. Donc, je pense qu'il faut vous faire conseiller, par des professionnels qui ont une vision, peut-être, très large du marché, en tout cas plus large, sur les différents secteurs. Alors là, la suivante, je te la laisse, Oui, Hélène, sur les sociétés informatiques parce que, effectivement, le domaine de l'informatique, les technologies de façon large est un domaine que j'adore. Donc les sociétés informatiques, sont donc en plein essor. Alors oui, les sociétés informatiques sont en plein essor. Je mettrai un petit bémol, sur, des plans de recrutement qui sont un peu revus à la baisse pour, des, start-up.
dans le domaine informatique, un tout petit peu moins d'investissement et des levées de fonds qui sont un peu plus compliquées. Donc on leur demande d'avoir des business plans, qui permettent, d'arriver à une profitabilité beaucoup plus vite que, simplement il y a un an. Mais de façon générale, les sociétés informatiques sont en plein essor. Donc oui, Hélène. Et sur Martine, je te laisse peut-être. Vas-y, Alors sur Martine, Martine. qu'en est-il aussi pour les entreprises qui n'augmentent jamais les commerciaux prétextant qu'ils se font leur salaire eux-mêmes? Alors effectivement, on a coutume, de penser que, les commerciaux, vont plutôt, se payer sur leurs variables et donc sur leurs performances. Maintenant, le marché étant ce qu'il est aujourd'hui et le dynamisme du marché étant ce qu'il est, je pense que vous pouvez, si c'est pas votre unique focus, hein, mais vous pouvez comparer aussi, avec des concurrents dans votre même secteur et regarder un peu ce qui se passe sur le marché parce que les commerciaux, et notamment expérimentés sont très, très demandés aujourd'hui comme, dans beaucoup de familles de métiers donc je pense que pour éviter toute frustration, si finalement vous n'arrivez pas, à aller plus loin, dans la question vis-à-vis de votre employeur actuel, je pense qu'il faut benchmarker, il faut comparer, ce que proposent les concurrents ou peut-être imaginer de changer de prestation de service, de secteur, en fonction de ce que vous faites aujourd'hui. Heu, pour Marie-Pascale, quels sont les critères actuels les plus recherchés, compétences spécifiques, soft skills, expérience sectorielle dans les profils financiers? Alors je peux répondre Marie-Pascale. Alors profil financier, je ne sais pas si vous parlez de finance d'entreprise ou la partie bancaire, finance, plus bancaire, mais je vais répondre aux 2. Sur, la finance d'entreprise, les critères les plus recherchés donc, il y a des compétences spécifiques qui sont, toujours très recherchées, tout ce qui touche à la consolidation, vraiment, des profils financiers, qui ont, vécu aussi des acquisitions, des profils qui ont travaillé dans des environnements internationaux. Donc ça, c'est très vrai. Également une partie aussi, sur, quelqu'un qui a aussi une appétence sur la partie ESG, donc ça aussi c'est recherché et la partie soft skills, oui, grand oui sur les profils, finance d'entreprise parce que de plus en plus, vraiment, ce sont des business partners, des entreprises hein, et donc on attend à ce qu'il y ait une capacité de communiquer, d'expliciter, de travailler main dans la main avec les équipes, qui sont plus, en front avec les clients. Et sur la finance, plus, bancaire ou finance de marché, on a eu, également un boom de demandes, encore une fois sur la partie, liée au sociétal, l'environnement, toute la partie ESG. On a eu énormément de demandes sur cette partie-là. Donc voilà sur ce que je peux vous répondre Marie-Pascale. Alors Adrien, bonjour, je suis technicien respiratoire depuis 2 ans maintenant et je suis à 1 800 brut. Puis-je négocier mon salaire? Oui, on peut toujours négocier son salaire. Après, vous n'êtes pas complètement décorrélé du marché en étant payé aujourd'hui 1 800 € brut. Même chose, moi je vous invite à nous envoyer votre CV, en tout cas à en discuter, avec, l'un de nos conseillers, spécialisés pour voir aussi en fonction de la localisation où vous travaillez, de votre mobilité potentielle, de la société dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, heu, pour voir effectivement dans quelle mesure, vous pouvez obtenir plus. Sur ce niveau sur cette typologie de poste, pardon, on est effectivement aux alentours de 1 900-2 000 € brut en moyenne, donc avec, 1 800 pour des candidats un peu plus débutants. Maintenant, il faut observer les choses et voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Alors on a une question de Yi. Pourquoi les entreprises sont généralement très prudentes quant à l'augmentation des salaires des employés, mais sont prêtes à payer plus pour recruter de nouveaux employés pour le même poste? Alors Yi, c'est une excellente question. Alors souvent, finalement, quand ils parlent d'augmentation de salaire, ils réfléchissent l'entreprise réfléchissent masse salariale globale et donc politique d'augmentation, sur l'ensemble de l'entreprise. Et parfois, quand elle est insuffisante, ils vont perdre quelques salariés et effectivement, quand ils vont recruter des salariés, qui viennent de l'externe, ils vont devoir les payer, plus cher. Donc c'est lié à ce comportement-là, qui est de réfléchir globalement et d'accepter que localement, on ait, des personnes qui partent pour ensuite, recruter, des personnes qui viennent de l'extérieur, à des prix, qui sont au-dessus. Donc parfois, c'est dommage et je comprends parfaitement la question, mais voilà le phénomène. Question de Fatma, est-ce que les métiers RH sont aussi touchés, censés avoir de nouvelles compétences pour le recrutement et côté fourchette, salaire RH? Alors, sur la partie recrutement, je ne sais pas si c'est le sens de votre question, hein, Fatma, mais sur la partie recrutement, c'est l'une des fonctions
parmi d'autres, qui a, en termes de rémunération, énormément évolué, cette année et ces 2 dernières années, hein. Parce que compte tenu du dynamisme du marché, bah, il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu, internaliser cette fonction et valoriser cette fonction. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une expérience, confirmée en recrutement vous permet de faire un gap de salaire quand même assez important puisque, c'est des profils qui sont très recherchés sur le marché. Après de façon plus large sur la RH, peut-être que tu veux réagir Marlène? Oui, sur la partie RH, très largement depuis je trouve que la période covid a remis en avant, toute la population RH et donc c'était pas forcément un contexte gay, mais ça a vraiment, vraiment je trouve donné de la valeur à toute cette fonction-là qui a été clé, pour passer cette période-là. Donc derrière, il y a eu, aussi parfois certaines réévaluations salariales, pour ces populations et sur le recrutement, oui, il y a eu des augmentations de salaire, parce que, aujourd'hui, avec les telles tensions qu'il y a sur le recrutement, il faut avoir des recruteurs ou des recruteuses chevronnés, qui donnent envie, qui permettent vraiment, d'avoir un beau taux de transformation, et donc c'est très compétitif et ça devient, un élément, très stratégique pour les entreprises. Donc oui et pour les fourchettes de salaire RH, encore une fois, je vous invite à regarder directement sur, l'étude de rémunération parce qu'on parle de plusieurs postes qui peuvent être différents et là, vous verrez dans le détail, le salaire qui peut être intéressant pour vous. Question suivante sur, pensez-vous que les fonctions de responsable HSE, QHSE laissent petit à petit la place au profit des RSE? Donc on c'est vrai qu'en matière de RSE, on sait qu'il y a un certain nombre de métiers qui émergent, hein, des nouveaux métiers ou des métiers traditionnels, qui, sont davantage teintés RSE. Il me semble que les profils, les fonctions de responsable HSE, QHSE, font partie de cette fonction, qui évolue aussi, vers la RSE ou en tout cas qui sont très exposés à ces sujets et alors je ne sais pas si c'est le sens de votre question non plus, mais j'aurais tendance à vous dire qu'effectivement sur ce type de fonction, la problématique RSE va être, est déjà assez forte, heu et devant, des nouveaux métiers sur lesquels on n'a pas toujours, en face, des formations ad hoc ou, une expertise ad hoc, typiquement, on va pouvoir s'appuyer sur ce type de fonction pour aller développer une politique RSE. Je sais pas ce que tu en penses, Marlène? Oui, moi je pense que sur ces, de toute façon, en fait, sur la partie RSE, on est en train de voir, non seulement des postes, des nouveaux postes arriver, RSE et on voit arriver cette compétence dans, effectivement tous les postes traditionnels et donc ça devient, vraiment une coloration que vont prendre un certain nombre de postes. Donc, est-ce que, la partie RSE va venir, complètement renforcer et colorer, ces postes-là? Pour moi, oui, hein, c'est le sens de l'histoire et pas que sur ces postes de responsables HSE, QHSE. Anna demande: «Est-ce que c'est normal de demander mes derniers bulletins de salaire? Que répondre au recruteur s'il insiste pour connaître mon salaire actuel, même si je ne veux pas donner, cette information?» Alors généralement, le dernier bulletin de salaire est demandé, non pas pour vérifier un salaire, mais pour vérifier, une fonction. En fait, de recouper la dernière expérience sur votre CV. Donc votre employeur, votre fonction. Donc ça, c'est, la raison pour laquelle on demande la dernière fiche de paye. C'est notre seul moyen de vérifier la dernière expérience du CV, puisqu'on ne fait pas de prise de référence sur la dernière expérience du CV pour pas mettre à mal la confidentialité de la démarche. Alors ensuite, est-ce que vous pouvez, ne pas donner, les éléments sur le salaire? C'est votre droit de ne pas donner, les éléments sur la partie salaire. Après, il est vrai que dans les usages, c'est vrai qu'on en parle, de façon, très ouverte en disant, voilà le salaire actuel que je peux avoir et quand à un moment votre salaire actuel est bas, c'est de le dire quoi. C'est de dire: «Voilà, aujourd'hui mon salaire il est bas, je le sais et aujourd'hui aussi dans ma recherche d'emploi, je veux me réaligner par rapport au marché». Et donc, quand j'ai des candidats qui me font cette demande, j'appuie cette demande de manière à dire: «Voilà, aujourd'hui le salaire actuel est de tant, ne prenez pas en considération ce référentiel-là. La personne aujourd'hui, sa valeur sur le marché, c'est ça et la personne souhaite se réaligner». Donc voilà, donc Anna, est-ce que je dois vous donner un conseil là-dessus? Moi, je suis pour la transparence, mais dites exactement ce que vous voulez. Après, on ne peut pas non plus vous reprocher de ne pas donner cette information-là.
Laetitia, bonjour. J'ai le sentiment qu'en France, il est toujours difficile de changer de secteur. Mon cas, spécialisé depuis 15 ans en marketing dans l'industrie cosmétique, cela fait plus d'un an que je cherche et je me trouve face à des profils plus jeunes. Alors c'est vrai que traditionnellement, en France, on a toujours été un peu conservateur et c'est pas toujours facile, de passer d'un secteur à un autre, hein. Il y a des secteurs qui sont sans doute un peu plus marquants. Là, c'est pareil, je vous inviterai assez naturellement, à nous contacter, effectivement pour avoir un point plus précis, sur votre parcours et votre profil et quelquefois, ça peut être aussi une aide de se faire accompagner par un cabinet, pour pouvoir présenter votre candidature, expliquer votre parcours à un employeur. J'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, compte tenu du dynamisme du marché, il doit y avoir des ouvertures, doit y avoir des possibilités. C'est quelque chose qui est quand même en train de changer, et là encore, c'est lié aux pénuries et aux tensions qu'on a sur le marché. Donc c'est peut-être le meilleur moment pour le faire. Maintenant, vous avez dû, faire face à des difficultés, à des obstacles. Donc là, l là, je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on se rencontre et qu'on puisse en parler ensemble pour qu'on puisse essayer de vous aider, dans vos démarches. On a une question de Florence sur les métiers du bâtiment et de l'ingénierie de projet qui sont très touchés par la pénurie de personnel. Pourquoi les salaires restent si bas dans le secteur autour de 5 ans d'expérience? Pourquoi les employeurs ne proposent pas des salaires supérieurs pour se distinguer? Un ingénieur 5 ans d'expérience plafonnant dans votre étude à moins de 50 000 € par exemple. C'est une bonne question, Florence. Normalement, quand on est comme ça sur des métiers qui sont en tension pendant un certain temps, normalement les salaires augmentent progressivement. Donc après, on est quand même, sur un secteur qui est quand même touché aussi de plein fouet, sur l'augmentation des matières premières. Donc parfois des augmentations, qui vont pas aussi vite que la tension, des profils, mais normalement ça s'accompagne d'une augmentation croissante dès qu'on est en pénurie. Mais encore une fois, je mets un petit bémol sur la partie, bâtiment, qui fait face quand même à des prix qui sont extrêmement élevés. Je sais pas si Antoine, Il y avait une question de Claire, j'ai lu qu'il fallait indiquer en titre de CV le poste qu'on visait, par exemple directeur juridique pour un responsable juridique, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée, d'aller mettre un intitulé qui ne correspondrait pas à votre poste actuel ou à votre expérience, mais qui constitue là, en l'espèce, j'imagine, une évolution que vous souhaitez donner à votre carrière? Oui, moi franchement, je trouve ça très bien hein, de mettre un titre sur ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre effectivement le poste visé, votre mobilité, le fait que si vous êtes, anglais courant, de marquer anglais courant directement sur votre titre. Enfin voilà, c'est des choses qui attirent le regard, d'un recruteur et moi je trouve ça, très positif. Donc oui, oui, continuez Claire. Alors, question d'Éric, à laquelle je vais répondre. Pour quelles raisons, lorsqu'on postule à des postes via page personnelle, avec un profil qui correspond aux besoins et il n'y a jamais de contact pris ni de réponse SVP? Merci pour votre réponse. Écoutez Eric, on en parle tout à l'heure là, vous m'envoyez, vos coordonnées, vous me donnez votre nom de famille et on vous contacte tout à l'heure. Alors je sais pas pourquoi on ne vous aurait pas contacté jusqu'à présent. Alors je sais que notre métier quand même, a quelquefois, quelque chose de déceptif parce qu'on n'a malheureusement pas la possibilité de contacter tous les candidats qui postulent à nos offres, hein. Dans le monde idéal, évidemment, on souhaiterait le faire et ce serait très apprécié des candidats. En l'espèce, compte tenu des éléments que vous me donnez, effectivement, ça paraît surprenant donc n'hésitez pas, on en parle tout à C'est l'heure et Caroline, c'est pas Eric, c'est Caroline qui posait la question, mais Caroline, ah bon? revenez vers nous, et Caroline, Ah on va pardon, regarder, alors c'est on va Caroline regarder. et tu as raison, effectivement, C'est donc c'est Caroline. Caroline. Bon, il y a pas de souci Caroline, on voit ça ensemble, il y a pas de problème. Je Est-ce crois qu'il y qu'on a a d'autres répondu, questions? Ouais. à pas mal de questions. Donc je crois qu'on est arrivé, quasiment, au bout d'un certain nombre de questions. Donc je vous remercie, beaucoup pour votre attention jusqu'à 12h24 et toutes les questions que vous avez posées. Vous avez été particulièrement dynamiques, donc un grand merci, pour votre intérêt pour ce webinar.
Vous allez Merci à rece tous et puis effectivement, on poursuit la discussion, pour ceux qui le souhaitent, et pour ceux à qui on n'aurait pas donné de réponse, il y a pas de problème, on est là pour ça. Merci à toi Marlène, hein, on a encore passé merci un Antoine. bon moment tous les 2. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne négociation pour tous ceux qui ont en tête, d'aller négocier leur rémunération suite à ce webinaire. Et puis, écoutez, au plaisir de refaire ce webinaire ou des échanges qu'on pourra avoir ensemble par la suite. On va À vous bientôt. envoyer un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour nous dire ce que vous avez pensé, s'il y a des évolutions à faire. On les prendra pour l'année prochaine avec Antoine, de manière à ce que ce webinaire vous soit utile. Un grand merci pour votre attention et excellente journée à tous. Merci à tous, à bientôt. Au Merci revoir. Antoine.